Non, je crois que c'est une véritable politique. Mais il ne s'agit pas de passer de l'extraction à la transformation. Il s'agit d'aller le plus loin possible en RDC. Alors ensuite, on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Si on peut transformer sur place, d'accord, mais si on ne peut pas, bon, on est en transit dans la première transformation, la deuxième, la troisième. C'est la chaîne de valeur jusqu'au bout, on veut savoir exactement qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est un peu là-dessus qu'on est en plein, non pas seulement dans la réflexion, mais dans la stratégie, dans le motto, c'est ça qu'on dit. À partir d'aujourd'hui, le ministre l'a dit, on fait du cuivre, on extrait le cuivre, on fait des câbles, on fait les autres. Ça, on a déjà des compagnies qui le font, mais ce n'est pas assez, il en faut toujours beaucoup plus et tout ça. Et encore, cette fois-ci, avec un contenu congolais, si c'est possible. Nous octroyons des permis de recherche, des permis d'exploitation. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une grande part aux Congolais. Et nous faisons l'apologie, le discours qu'il faut que les compagnies congolaises, que les provinces congolaises minières puissent commencer à acquérir des carrés miniers. Quitte à ce que cette activité de transformation se fasse chez eux. Donc il faut prévoir. Vous savez qu'avec le nouveau code minier, les dispositions, ils ont 25% qui reviennent aux provinces, et ensuite 15% aux entités décentralisées. Et donc, il est important pour nous, le CAMI, que ces entités décentralisées, que ces choses puissent acquérir des carrés miniers et faire déjà tout le process. Ou alors, nous sommes en train de regarder, on voit maintenant avec la loi sur l'aménagement du territoire, avec les autres lois, de quelle manière on peut mieux organiser les surfaces dans lesquelles nous sommes en train de distribuer des carrés miniers. Pour que demain, s'il y a une ZES qui est là, s'il y a une zone, un territoire qui est là, qui a cette activité, qu'on ne puisse pas être en ballottage avec les carrés miniers que nous octroyons. Donc, nous nous préparons à voir de quelle manière on peut aussi arranger notre fichier cadastral. Mais nous collaborons avec le CEMAP là-dessus. Je crois qu'ils ont annoncé qu'ils ont créé, on a créé 64 zones d'exploitation artisanale. Donc maintenant, il faut encore fiabiliser ces zones-là. Donc ce n'est pas que nous ne voulons pas, c'est au service, au CEMAP, venir proposer au cadastre minier de la création des zones d'exploitation artisanale. Mais les coopératives aussi peuvent faire une demande si d'un carré minier si elles arrangent leur statut et tout ça. Donc c'est ouvert, mais je crois que ça ne dépend pas vraiment du cadastre minier. Mais c'est vous qui allez octroyer même. Oui, si on fait la demande. Qui fait la demande? Une zone d'exploitation artisanale, ça commence d'abord, si je ne m'abuse, au niveau de provincial. Le gouverneur, le ministre provincial, le gouverneur fait la demande au ministre. Le ministre nous demande, cadastre minier et service géologique national, vos avis là-dessus. Nous regardons si c'est libre. Le service géologique national donne l'avis s'il y a une minéralisation moindre qu'il peut faire. Deux avis favorables, on institue la zone d'exploitation artisanale. Et ça rentre dans notre fichier. Mais maintenant, au-delà de ça, moi je dirais qu'il faut voir un peu la loi, parce qu'une zone d'exploitation artisanale n'a pas l'air d'avoir une durée bien déterminée. Or, vous savez très bien que dès qu'il n'y a plus rien, ils s'en vont, et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Il y a beaucoup d'éléments à regarder aussi. Mais je ne savais pas que j'étais un démolisseur de droits. Au contraire, moi j'étais celui qui disait non, respectez la loi. Vous savez, la loi est bien claire. Si vous ne payez pas vos droits superficiels, vous vous exposez à la déchéance. Je regardais dans le fichier, il y en avait beaucoup qui ne le faisaient pas. Pourquoi on ne le déchoit pas? Non, appliquez la loi. On écrit au ministre ça. Les gens se réveillent du coup. Ah, mais tu as mis l'argent très haut, tout ça. Oui, je dis justement, n'entre pas qui veut dans le secteur minier. Il faut avoir de l'argent. Vous ne pouvez pas avoir juste le pain de terre. Et en plus, quand vous allez loin, comment vous allez arriver là-bas? Si déjà vous n'arrivez pas à payer, vous devez prendre le transport, donc le bus ou l'avion, pour arriver, je ne sais pas moi, à Lubumbashi, et puis on vous dit c'est à Komolo là-bas. Vous devez aller prendre un autre avion, au Kanati peut boire, tu continues là-bas, c'est beaucoup. Et donc, n'entre pas qui veut. Mais maintenant, ce que je dis, les coopératives, il faut faire de vraies coopératives, il faut qu'on arrive à faire des tontines, que Sangani, vous mettez ensemble, et puis vous pouvez avancer. C'est comme ça que je dis, les entités décentralisées, ils ont le dot, vous le savez très bien, 0,3%. Ils peuvent acquérir des carrés miniers pour que cette population puisse jouir.
Ça, pourquoi? C'est pas compliqué. Ah, nous, c'est ça. Vous êtes dans un endroit où il y a chose. Allez prendre tout simplement, demandez à avoir un permis là-dessus, et puis bon, on vous l'accorde. Puis vous allez maintenant sédentariser votre activité artisanale pendant 5-6 ans, le temps qu'il faut. Non, c'était pas 5 000 $. C'était 1 000 $. 1 000 $. Et il y avait une flopée de gens qui avaient pris dans l'esprit, n'a sommi moi le pango. Mais l'esprit a sommi le pango, tu dois encore construire. Oui, et là, et tout ça, la mise en valeur, justement, disait problème. Le système de financement et tout ça n'étant pas encore bien rodé, ils sont toujours retrouvés à problème. Mais comme on lui avait dit que si tu as ce carré minier-là, les en a réserve et tout ça sans connaître. Bon, il ne savait pas comment faire, il dit maintenant il cherche un investisseur. Et l'investisseur lui dit ça ne vaut rien du tout. Il a des problèmes. L'autre lui dit ça vaut 10 000 $. Ah, il prend 10 000 $ alors que c'est 100 000. Donc c'est le déficit de connaissances qui nous pose ce problème. C'est pour lequel je dis qu'il faut absolument, et je crois que tout le monde vous avez récupéré tous ces 50 000 km qu'on a récupérés, c'est revenu à chose. Plus à 1 000 $, mais à 5 000 $ pour celui qui veut prendre. Donc, on est je veux un carré minier, à 5 000 $, je ne peux pas avoir un carré minier. Oui. Sans aucune condition. Si les conditions sont bien remplies dans le code des règlements miniers, attention, il faut avoir une société, personnalité juridique, enregistrée, compte en banque, il y a beaucoup de conditions. Société, vous devez être, ce n'est plus une personne physique, attention, c'est une personne morale. Donc ça doit être une société. On ne peut posséder aujourd'hui un carré minier qu'une personne morale. Oui, et dans l'assainissement que j'ai fait, il y avait à peu près, je crois, 300 qui étaient encore dans ce cas-là, alors que la loi était déjà promulguée depuis longtemps, mais qui n'avaient pas fait ce. Effectivement, mais il faut améliorer la connaissance. Si vous allez dans la spéculation, ça ne vous concerne que vous. C'est ce que je fais dire. Vous prenez 10 carrés, c'est 50 000 $. Est-ce que vous pouvez soutenir ça pendant longtemps quand il n'y a rien là-dessus? Effectivement, le pays, c'est ça notre scandale. Mais le scandale, c'est que nous ne connaissons pas ce que nous avons en termes de connaissances. C'est ça le scandale. C'est pas le scandale juridique, c'est la méconnaissance pour lequel nous devons rapidement améliorer ça. C'est un scandale de ne pas connaître. Donc, il faut mettre l'esprit de FOMIN, l'esprit de tout ça, c'était créer un fonds responsable pour financer la géologie. Non, mais c'est ça, c'est exactement. Le ministre des Mines a l'habitude de dire « You have to do your homework ». Vous devez faire votre travail. C'est la même chose qu'un cadastre foncier. Si tu veux acheter une maison, ce que nous ressemble à l'OPAM, il faut savoir où tu vas acheter. Tu ne vas pas venir au camion à ensemble, on va te regarder avec de gros yeux. Il faut que tu aies déjà fait ton premier travail. Et ça, c'est important. Quand tu dis, on m'avait dit que là-bas, chez moi, là-bas au village, tu prends, fais attention, parce que ça peut toujours poser problème. Et en 2002, lorsqu'on a créé le cadastre minier, il n'y avait pas encore le service géologique national. Comme les dirigeants du cadastre minier étaient des géologues et tout ça, on s'est habitué à cette histoire qu'ils donnaient les informations en tant que géologue, directeur du cadastre minier. Et ça a été une habitude pendant longtemps. Quand le service géologique national, qui est arrivé seulement il n'y a pas longtemps, est venu, maintenant il faut séparer. Moi, je ne suis qu'un conservateur des titres. Donc, j'octroie, tout ça. Maintenant, on revoit, cette activité repart au niveau du service géologique national. C'est eux qui vont vous donner l'information parce que la recherche se fera sur leur contrôle. Eux sont capables de dire, ici c'est minéralisé, ici c'est pas. C'est à partir de ces informations que vous viendrez maintenant chez nous. Mon apport est très clair lorsque vous entendez l'extérieur parler du cadastre minier. On vous dit oui, maintenant il y a une meilleure compréhension, une meilleure transparence, il y a une meilleure visibilité. Je viens d'une conférence, l'anglais là venait encore de le parler. C'est ça ma fierté. Et ensuite, écoutez, vous avez le bâtiment que nous avons pris, qui sera un symbole pour beaucoup de générations, que le cadastre minier représente à l'image de l'importance du secteur minier dans la RDC. Voici le bâtiment qui est là bien debout sur le boulevard du 30 juin, ancienne propriété de l'État belge de Sabena. Donc ça, c'est comme une certaine fierté. Et ça a été grâce à la compréhension, au travail assidu de toute mon équipe, à qui, franchement, ils ont bien travaillé et on leur offre un cadre nettement meilleur maintenant pour continuer tous les efforts qu'ils ont faits. Ils peuvent voir qu'il y a le résultat sur leur activité.